Très bien, c'est passé. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues. Pour une primo-députée comme moi, et comme pour beaucoup de mes collègues, il y a un certain intérêt à observer les subtilités du jeu parlementaire qui alimente le théâtre politique. Et je dois dire, mes chers collègues, que les manœuvres politiciennes des députés lorsqu'ils sont dans l'opposition me fascineraient tout particulièrement si elles ne contribuaient à éloigner nos concitoyens de la politique et à alimenter la crise de la représentation que nous traversons. Je dois dire qu'avec cette proposition de loi, vous faites très fort dans le registre de la démagogie. Et je suppose que vous avez bien dû vous amuser à enfiler les perles des 6 articles qui composent ce texte. Car pour tout vous avouer, ce texte, je l'ai rebaptisé PJL d'orgue, comme demain on rase gratis. Un vrai cas d'école. Souffrez donc, mes chers collègues, que j'en tire quelques enseignements qui seront, je l'espère, utiles à nos concitoyens pour décrypter vos intentions réelles et en particulier pour ces jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui. Règle numéro 1 du manuel du petit démagogue. Pour produire son plein effet, la manœuvre doit s'inscrire dans un contexte de crise susceptible de mettre en difficulté l'adversaire. Quelle chance! Voici qu'une colère qui couvait depuis plus de 10 ans et dont l'explosion a été soigneusement évitée par l'immobilisme et les reculades des différents gouvernements de l'époque. Voici que cette colère de citoyens délaissés depuis longtemps par la politique publique explose sur les ronds-points à l'automne 2018. Un peu d'huile sur le feu, quelques « on vous l'avait bien dit » et un gilet jaune revêtu ça et là pour montrer de quel côté on se range, on a le contexte idéal. Règle numéro 2. On ne fait pas grand-chose. L'équation est complète, d'ailleurs, on le sait bien. Comment trouver des marges de manœuvre supplémentaires dans un contexte de déficit public qui, même s'il baisse depuis 2 exercices budgétaires, doit être l'objet de tous les efforts de maîtrise? Ce n'est pas votre problème. On regarde l'adversaire se dépatouiller avec ses contraintes, si possible avec un certain dédain. On ne montre surtout pas notre surprise face à la pertinence des solutions qu'il met en œuvre. Ils rendent 14 milliards de pouvoir d'achat aux Français, pas mal pour des débutants. Mais si possible, on explique que c'est au choix. Irresponsable face à l'état des dépenses publiques ou pas suffisant au regard des revendications ou les deux, on n'est pas à une contradiction près. Règle numéro 3. Lorsque les choses commencent un peu à se calmer et que tous les observateurs, dont l'INSEE et la Banque de France, confirment une hausse du pouvoir d'achat, une stabilisation de l'inflation et une croissance au meilleur niveau en Europe, on s'attelle à casser l'ambiance. On ressort des tiroirs toutes les mesures qu'on avait enterrées lorsqu'on était au pouvoir et on fait une proposition de loi. Ah, on est à 17 milliards de coûts supplémentaires pour les finances publiques. Ah, quand même. Bon, ce n'est pas grave. On va proposer 20 milliards d'économies. On ne sait pas très bien comment, mais au pire, on verra plus tard. Si possible, trouver un titre un peu aguicheur. Le rétablissement du pouvoir d'achat, ça c'est un bon titre. Eh bien, chapeau, chers collègues, et merci pour cette belle leçon de politique politicienne. Mais non, merci. Non, en fait, merci, non. Je préfère une politique qui profite vraiment aux Français, comme celle que nous menons. On verra si un jour, le plus tard possible, je me retrouve dans l'opposition. Mais ce jour-là, j'espère que je ne serai pas assez politique pour y perdre mon âme et mon ambition pour les Français.
Merci, Madame la députée. David. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président.